merci aux organisateurs de m'avoir demandé de vous faire un petit tour de piste sur le syndrome hémolytique et urémique atypique. Je fais partie d'un centre dit de compétences, qui est, comme vous le voyez sur la photo, situé au bord de la Loire. On leur parlera un petit peu de la Loire. Donc, le syndrome hémolytique et urémique dont on va parler aujourd'hui, ou CHU, je vous expliquerai les termes, fait partie d'un ensemble de plusieurs maladies qui touchent les petits vaisseaux. Et la définition pour les médecins, le mode d'approche du diagnostic pour les médecins est l'atteinte des petits vaisseaux. Et les médecins appellent ça MAT. Dans le monde médical, c'est aussi parfois la maternité, mais là c'est MAT pour microangiopathie thrombotique, ce qui veut dire, c'est parce que angio pour les vaisseaux, micro petit, pathie parce qu'ils sont malades, thrombotique parce qu'ils se bouchent, thrombose et l'obstruction par un mini caillot d'un vaisseau, c'est-à-dire d'une toute petite artériole minuscule. Alors, le diagnostic de MAT ou de microangiopathie thrombotique se fait par une anémie, parce qu'on va voir que les globules rouges sont détruits, donc le signe en sera la pâleur, et l'anémie, on en fait le diagnostic par la baisse des globules rouges dans le sang, du nombre de globules rouges par la numération, ou la baisse de l'hémoglobine, qui est la substance dans le globule rouge, qui est là pour transporter l'oxygène, ce qui est le rôle des globules rouges. Il y a aussi des globules rouges qui sont abîmés, on va voir comment, et on les appelle schizocytes, ça veut dire globules rouges coupés ou taillés, et une baisse du nombre des plaquettes, on reparlera de ces plaquettes qui sont des petites cellules qui sont là pour nous empêcher de saigner normalement, mais qui ne sont pas là normalement pour boucher des vaisseaux, et parfois elles font mal leur travail. Donc une baisse du nombre de plaquettes, ça s'appelle thrombopénie, c'est un terme qui est un petit peu compliqué. Les globules rouges, quand ils sont détruits, ils relarguent des tas d'enzymes, on dose un système enzymatique, qui est le LDH, qui nous permet aussi de faire le diagnostic. Et puis il y a d'autres choses qu'on demande dans la prise de sang, qui est la baisse de l'aptoglobine. L'aptoglobine, c'est une espèce de capteur d'hémoglobine détruite. Et donc quand elle est utilisée pour capter l'hémoglobine détruite, il n'y a plus d'aptoglobine dans le sang, elle est complètement consommée. Ça fait partie des signes pour faire le diagnostic. En fait, une MAT, une microangiopathie, ça touche essentiellement les reins. Et au niveau des reins, ça donne une augmentation de la créatinine et de l'urée, c'est-à-dire que les déchets habituellement éliminés par le rein vont être augmentés, stockés par l'organisme. Et curieusement, on a gardé le mot d'urémie, alors que maintenant on n'entend plus parler de ce terme en milieu médical, on parle d'insuffisance rénale. Jadis, quand on n'entendait que l'urée comme marqueur, on appelait ça l'urémie, donc on a souvent des grands-pères ou des arrière-grands-mères qui sont morts d'urémie, parce qu'à l'époque on savait doser l'urée. Mais la sémantique ou l'utilisation des mots en médecine parfois garde des mots un peu désuets, et on l'a gardé dans le syndrome hémolytique et urémique. Donc comme il a été appelé comme ça, on n'a pas changé le terme pour pas que éventuellement même les médecins ou nos étudiants se trompent dans le diagnostic. Et très souvent il y a une hypertension artérielle car le rein a des capteurs, un petit peu comme dans votre maison, vous avez un thermostat pour régler la température. Le rein, il a un capteur pour régler la pression artérielle. Il a un capteur très important pour le faire. Quand le rein est malade, habituellement, ce capteur ne marche pas bien et la pression artérielle est régulée à la hausse, malheureusement, d'où la nécessité de médicaments. Alors, pourquoi on casse les globules rouges? Voici une espèce de photo d'un petit vaisseau qui est bouché. Est-ce que je vois là la flèche? C'est-à-dire que les plaquettes vont s'agglutiner sur le côté et les globules rouges qui sont figurés par des gens qui descendraient un torrent dans du rafting vont se casser contre ces amas de plaquettes, d'où la destruction des globules rouges. Et ces globules rouges qui sont cassés ou abîmés, que l'on peut voir ici sur une lame, ici, un globule rouge normalement est bien sphérique comme ça, un petit peu elliptoïde, et ici vous avez des globules rouges qui sont cassés ou abîmés qu'on appelle les schizocytes. Alors, pourquoi ça touche les petits vaisseaux? Alors, les médecins classifient toutes les maladies des vaisseaux en fonction de la taille du vaisseau qui est atteint. Et on va voir que le syndrome hémolytique et urémique n'atteint que les petits vaisseaux, on va voir pourquoi. Mais on peut avoir des maladies qui atteignent des gros vaisseaux. Ainsi, je ne sais pas, l'infarctus va toucher des vaisseaux de cette taille-là au niveau de la coronaire. On peut avoir des anévrismes ou des maladies de l'aorte qui vont toucher des gros vaisseaux. Donc là, il y a un certain nombre de maladies qui touchent les vaisseaux, mais la microangiopathie thrombotique touche les vaisseaux les plus petits de l'organisme, les plus fins de l'organisme. Alors, dans le rein, c'est un modèle de grande superficie de tout petits vaisseaux. On a une artère au niveau du rein qui va se diviser en plusieurs artères et ça va représenter un peu comme,
je ne sais pas, comme les poiriers en espalier avec les petits bourgeons à fleurs qui sont là. Ces petits bourgeons sont des petits fils qu'on va revoir, qui vont représenter des structures très très fines, les plus fines que l'on peut trouver dans l'organisme. Alors, c'est entre le diamètre d'une aorte qui va faire 2 à 3 cm normalement, et le diamètre de ces vaisseaux, il y a une réduction de calibre qui est absolument extraordinaire, parce qu'on passe de quelque chose de tout à fait visible à l'œil à quelque chose de microscopique. Ici, c'est un rein avec son artère rénale qu'on a coupé pour une planche anatomique, et on voit qu'il y a des artères, et puis cette arborisation que je vous montrais tout à l'heure. Cette arborisation et les petites boules correspondent à ce qu'on appelle, nous, le glomérule. C'est un endroit où se passe la filtration d'une urine primitive, et c'est dans cet endroit-là que les vaisseaux vont être bouchés, essentiellement dans le syndrome hémolytique urémique, parfois dans des vaisseaux un peu plus gros, mais dans ces vaisseaux-là, et quand on les prend en coupe, on voit que c'est des vaisseaux qui sont réduits à leur plus simple expression, avec juste une assise de cellules et une petite membrane, donc ils sont très fragiles. Si on les prend en coupe, on voit que les globules rouges, on a l'impression qu'ils se serrent pour passer dedans, les plaquettes sont à côté, et il y a de chaque côté une cellule dont on reparlera, qui tapisse les vaisseaux, qu'on appelle la cellule endothéliale. On en a dans tous les vaisseaux de l'organisme, comme le papier peint dans une maison. On est tapissé de cellules endothéliales partout, et c'est elles qui vont être la cible dans les syndromes hémolytiques et urémiques. Alors pourquoi le rein? Je vous l'ai déjà dit, il y a des microangiopathies qui ne touchent pas le rein, on y viendra un petit peu, vont toucher plutôt le cerveau et ailleurs, mais la plupart du temps c'est le rein. Pourquoi le rein? Parce qu'il a les vaisseaux les plus fragiles du corps, et surtout ce filtre, si on le passait au fer à repasser, il ferait 1 mètre carré par rein, c'est-à-dire si on était capable de dépisser tous ces petits vaisseaux, c'est une surface énorme dans laquelle le sang va passer en grande quantité, car le débit de sang dans la journée est de centaines de litres, de dizaines et de dizaines de litres qui vont passer par jour à l'intérieur de ces petits vaisseaux pour que le sang soit épuré. Alors, ça atteint juste un petit joke, là pour le anglais, ça atteint les petits vaisseaux et pas les gros, et je prendrai comme exemple le castor qui a été réintroduit artificiellement dans la Loire, parce qu'il est venu, mais mes petits-enfants sont très contents de prendre en photo les arbres longs qui sont coupés, parce qu'il a des dents absolument redoutables, qui sont capables de couper ces arbres, mais le castor n'est pas capable de boucher l'entièreté de la Loire, comme la syndrome hémolytique urémique ne peut pas boucher une aorte. La maladie ne peut boucher que des tout petits vaisseaux, comme des toutes petites là, vous voyez, moi, je l'ai piqué sur Internet, et vous voyez, ça donne l'origine de cette photo qu'il ne faut pas mettre sur un site parce qu'elle n'est pas de moi. Et c'est dans le Beuvron, c'est une toute petite rivière que les castors sont capables de boucher. Donc, vous savez que les castors, quand on les a élevés en Loire longtemps et qu'on les remet après plusieurs générations dans une petite rivière, ils retrouvent la génétique de reboucher la petite rivière alors qu'ils ont été élevés au bord de la Loire et qu'ils n'ont jamais fait de pont. Donc cette maladie qui va nous intéresser, elle intéresse des petits vaisseaux comme ici. Alors, quand on fait le diagnostic, on part de la lésion anatomique de petits vaisseaux qui se bougent, c'est-à-dire la microangiopathie thrombotique. Les médecins, nous avons beaucoup erré pendant de nombreuses années pour faire des diagnostics précis sur les causes. Et dans un premier temps, on a séparé une maladie qu'on appelait le purpura, donc ça donnait du purpura thrombotique thrombocytopénique, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de plaquettes et elles ne faisaient pas très bien leur travail. Et c'était finalement la même maladie au niveau des petits vaisseaux, mais ça touchait surtout le cerveau. C'était plus souvent l'adulte, et c'est plus souvent l'adulte que l'enfant. Il y a de la fièvre et une atteinte neurologique, et il y a rarement une atteinte rénale. Et puis on distinguait ça, et on distingue toujours du syndrome hémolytique urémique, qui est la maladie qui va nous intéresser. Le commun, c'est dans la prise de sang, des signes d'hémolyse, ces globules rouges cassés, les plaquettes qui sont disparues, c'est la même chose. Alors, cette distinction entre les deux, les médecins la font toujours, parce que ça nous permet d'emblée, même en urgence, de savoir quel traitement il faudra adopter. Car au niveau des cellules de ces tout petits vaisseaux, il y a plusieurs types de maladies qui peuvent exister, et on va voir la première. Donc on distingue toujours un petit peu entre le syndrome hémolytique et urémique, la présentation clinique, et ce qu'on appelle le purpura thrombotique thrombocytopénique. Ça permet d'avancer et de faire un traitement plus précoce. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, que ce PTT là? Ça va déjà nous amener à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de ces petits vaisseaux. Eh bien, c'est un déficit dans une molécule qui porte un nom épouvantable, ADAMTS13, qui est un acronyme qu'il est inutile de répondre, d'expliquer. Et ce déficit, il peut être soit hérité, soit il peut être acquis parce qu'on peut fabriquer des anticorps contre cette substance. Alors, on verra aussi
dans le syndrome hémolytique et urémique, non seulement on a des substances qui peuvent ne pas bien marcher, mais quand on a des substances qui sont en bon état dans l'organisme, le corps est capable de démolir et de faire des anticorps contre certaines substances qui va créer des maladies. On ne sait pas toujours pourquoi on fabrique ces anticorps. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette maladie où on a l'Adams 13? Ça, c'est un petit vaisseau. Je vous rappelle que tout ce qu'on a dans l'organisme, dans les petits vaisseaux, c'est fait normalement pour nous défendre, ça sert à quelque chose. Ça ne sert pas à nous rendre malades. Ça nous rend malades quand ça ne marche pas bien. Bon. Les petits vaisseaux, lorsqu'ils ont une rupture, quand on se coupe en rasant, ou qu'on coupe un petit vaisseau, les cellules endothéliales, ici, vont envoyer un cri, vont envoyer un message de détresse. Ce message de détresse va attirer les plaquettes, on va voir comment, et les plaquettes sont là pour boucher le trou, c'est-à-dire faire le caillot, faire ce qu'on appelle l'hémostase, c'est-à-dire empêcher que l'on saigne. Et faire un petit clou de plaquette, et les globules rouges vont passer, et tout ça doit cicatriser. Bon. Mais ça ne peut pas marcher normalement. Alors comment ces plaquettes vont crier au secours et les cellules endothéliales? Eh bien on a en permanence, revoilà les cellules endothéliales, on a en permanence une herbe qui pousse, qu'on appelle le facteur de Foll-Milbrandt. Imaginez l'herbe qui pousserait dans le fond d'une rivière, et cette herbe est là pour accrocher les plaquettes qui passent. Bon. Mais pour que cette herbe n'accroche pas les plaquettes, il y a une tondeuse permanente qu'on appelle Adams 13 qui coupe l'herbe au fur et à mesure qu'elle pousse, en permanence. Mais quand il y a une plaquette qui souffle, il va y avoir beaucoup d'herbe qui va pousser, et les plaquettes vont être prises et ça doit boucher normalement. Donc on comprend très bien que quand on n'a pas cette tondeuse, qui est l'Adams 13 qui ne marche pas très bien, cette herbe va pousser et les petits vaisseaux vont se boucher et on va faire une microangiopathie thrombotique qu'on appelle pas le CHU, mais qui fait partie du diagnostic de cette maladie. Donc voilà, sur un autre schéma, la tondeuse qui coupe ce truc qui est en permanence pour accrocher les plaquettes, et bien sûr, quand il ne marche plus, qu'il n'y a plus le ciseau, les plaquettes vont s'agglutiner et ça va pousser. Bon. Et ça, ces déficits-là, en Adams 13, soit on l'a par anticorps, et en général on fait ça plutôt vers l'âge de 20 ou 30 ans. C'est une maladie qui touche un petit peu plus souvent les femmes que les hommes, et c'est parfois une maladie unique. Une personne fait des anticorps, va détruire son Adams 13 pendant quelques temps, et on fera des échanges plasmatiques, c'est-à-dire on va lui prendre tout le plasma pour enlever ses anticorps, et on va lui donner du plasma neuf pour avoir de l'Adams 13 neuf qui marche, et quand son Adams 13 sera redosé normal, la personne en général guérit. On peut être amené à donner des médicaments qui empêchent la fabrication des anticorps. Mais on peut aussi naître avec un déficit en Adams 13 et avoir dès la tendre enfance cette maladie de microangiopathie thrombotique. Il y en a, je crois, une trentaine de cas en France, on en a plusieurs à tour. Et ces enfants-là, puis après adultes, ils sont obligés de recevoir régulièrement du plasma, de l'Adams 13, tous les 15 jours en infusion pour couper leur herbe de facteur de Foll-Milbrandt dans les petits vaisseaux pour ne pas se boucher. Bon. On attend toujours le devenir d'une Adams 13 de synthèse, mais je pense que comme il y a trop peu encore une maladie orpheline et un peu rare, et que le rapport coût-bénéfice et tout ça fait que personne ne s'est encore lancé à faire ce produit de synthèse qui nous rendrait bien utile, car ces enfants sont dépendants de des perfusions de plasma. Donc voilà pour ce qu'on appelle PTT, mais qui est quand même microangiopathie thrombotique, avec une maladie héréditaire le plus souvent. Alors, quand on a la microangiopathie thrombotique, on peut être du côté syndrome hémolytique et urémique. Donc là, c'est plus souvent les enfants que les adultes. Et là, au premier plan, il y a une insuffisance rénale, c'est plus la maladie dont on parle aujourd'hui. Alors, on appelle ça un syndrome. Je vous rappelle que le syndrome, c'est un ensemble de signes logiques qui orientent vers quelque chose. Le signe de la grippe peut être la fièvre ou des frissons. Un syndrome grippal, c'est de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires dans un contexte épidémique. On dira c'est un syndrome grippal. Le syndrome ne donne pas le diagnostic de la maladie. Un syndrome méningé, mal à la tête, la peur du soleil, la nuque raide, va orienter vers syndrome méningé. Est-ce une méningite, est-ce une irritation des méninges? On ne sait pas. C'est une démarche diagnostique. Donc ainsi est le syndrome hémolytique et urémique. Donc il associe la pâleur avec l'anémie, l'hypertension artérielle, un taux élevé de créatinine, c'est-à-dire les reins ne marchent pas très bien. Bon. Et dans la cause à effet, maintenant, un réanimateur ou un médecin interniste ou un pédiatre, lorsqu'il voit arriver un enfant ou un adulte pâle, avec des plaquettes très basses, et sur la lame, au microscope, ces globules rouges qui sont cassés, fait immédiatement le diagnostic de syndrome hémolytique et urémique, ou tout du moins de microangiopathie thrombotique. Il a rarement besoin d'une biopsie, d'un organe, etc., pour en faire le diagnostic. Alors, on appelle hémolyse, donc on l'a vu, la destruction des globules rouges, qui est la cause de l'anémie. Je vous rappelle que les globules rouges vont se casser dans ces petits vaisseaux qui sont avec des plaquettes qui sont agglutinées dedans. Ça va expliquer la pâleur, car les globules rouges expliquent notre teint coloré. Bon.
L'urémie, ben, c'est l'ancien terme de l'insuffisance rénale, c'est le taux élevé de l'urée de la créatinine dans le sang. Ça, on a vu. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans le syndrome hémolytique et urémique? On a la même chose. La physiologie, ça, d'une rupture d'un petit vaisseau et la réponse normale qui doit amener à l'oxydation des plaquettes ne doit pas se passer s'il n'y a pas de trou dans les vaisseaux. Donc, dans tous les schémas de microangiopathie thrombotique, il y a anormalement des petits caillots, c'est-à-dire que la cellule endothéliale qui est là va envoyer un signal de terreur, d'effroi, de je ne sais pas quoi, et les plaquettes vont venir s'agglutiner alors qu'il n'y a pas de raison d'être, il n'y a pas de lésion de ces cellules endothéliales. Donc on imagine très bien dans ces tout petits vaisseaux que les cellules endothéliales, lorsqu'elles vont commencer à se décoller et être pas bien, elles vont envoyer ce message. Alors le syndrome hémolytique et urémique, qui est une atteinte du rein, vous en entendez beaucoup parler dans la presse parce qu'on oppose classiquement le syndrome hémolytique et urémique que l'on dit typique ou post-diarrhéique ou épidémique à l'atypique dont les familles ici sont atteintes ou quelqu'un de leur famille qui est atteint. Mais vous entendrez parler du... Alors on va en parler un petit peu parce qu'il est toujours important quand on a une maladie rare qu'on discute avec d'autres de dire moi c'est pas tout à fait la même où je me situe dans la classification de cette maladie. Alors le syndrome hémolytique et urémique épidémique, c'est la forme la plus fréquente qui touche les enfants mais aussi les adultes. Il y a eu quelques épidémies redoutables à Hambourg, à Bordeaux, à Bègle, ça dont on a entendu parler. Bon. Et qui est une toxine qui est transportée par des germes et la contamination se fait par les aliments. Bon. Donc en général ça donne une diarrhée sanglante qui est pratiquement toujours présente. Et ça nous explique déjà un certain nombre de choses, car quand on est contaminé par ces germes, il y a 70% des gens contaminés qui vont faire une diarrhée sanglante, mais il y en a qui ne vont pas faire de diarrhée sanglante alors qu'ils ont été contaminés, on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'ils n'ont pas les récepteurs, est-ce qu'ils ont des organismes de défense, et dans ceux qui font la diarrhée sanglante, il y en a 30% qui vont faire le syndrome hémolytique et urémique, mais ça ne sera pas 100%. C'est un des sujets de recherche de Véronique et de d'autres, de savoir pourquoi exposés à cette toxine, il y a des gens qui vont être très malades et très malades, voire en mourir, parce que les formes peuvent être très sévères. Donc c'est en général pas de récidive et le pronostic est plutôt bon, sauf que lorsqu'on sort de cette maladie, on peut avoir bouché définitivement un certain nombre de filtres qui font que dans la vie, un jour, le rein sera insuffisant, parce que les filtres qui sont rescapés de cette maladie vont être insuffisants pour tenir toute une vie. Et très souvent, ces enfants, vers l'âge de 20 ou 30 ans, dans 30% des cas, vont avoir besoin d'une greffe rénale ou d'être pris en charge parce que le rein aura été abîmé pendant cette période-là. Alors cette toxine, ici c'est Guémois, pour la traduction,